documentaire Les Pédaleurs, on a filmé un cycliste, mais un cycliste hardcore, un mec qui s'appelle Simon, qui était un des premiers à faire du fixie à Strasbourg à l'époque, et donc qui roule avec un fixie, donc c'est-à-dire pas de vitesse, en tout cas il peut pas changer de vitesse, et qui est quelqu'un qui m'a énormément surpris parce qu'en fait, pendant qu'on faisait le film, qu'on réfléchissait à ce qu'on pouvait faire, il nous a dit ouais mais attendez les gars, moi j'ai un super truc là, super truc à filmer, je vais reproduire le dénivelé de l'Everest, donc 8000 je sais plus combien de mètres, en cumulant en fait la montée d'une petite montagne qu'on a près de Strasbourg qui s'appelle le Mont Saint-Odile. Et donc le défi c'était en pignon fixe de monter 9 fois cette petite montagne pour pouvoir vraiment reproduire le dénivelé de l'Everest. Donc on a appelé ça l'Everesting, et je me suis dit mais ce mec est malade quoi. Et tu vois, et typiquement tu rencontres des gens comme ça où tu te dis en fait, tu te dis il y a des gens vraiment qui peuvent être radicaux dans ce qu'ils font, ou quand ils font quelque chose ils le font à fond quoi, tu vois. J'aurais même pas pu l'imaginer ce gars en fait. Non, J'aurais je pas pourrais pu pas. rêver d'avoir ça dans ton film. C'est ça, enfin, tu parles de personnage, bah pour moi, c'est plus qu'un personnage de fiction, quoi. Enfin, j'aurais pas pu imaginer un personnage comme ça, et en fait, il existe, il habite à Strasbourg. Actually, when I started doing that work, I was working with just NASA, so just US government officials. And I will take some of the credit, although I'm sure it was many of us but I was saying like, hey, if you want to know how to deal with culture and difference and negotiate together effectively, let's get them into the room. And so I don't know how that happened, but I know I said it many times. And sure enough, they started doing those trainings with their space partners. And now it tends to be Japanese is always there, ESA is always there, the European Space Agency, the Canadians, the Australians. There were Russians at one point. I've never seen any Chinese in the room, unfortunately, and there are no more Russians in the room. So, but those things change over time. But what's cool about it is I like looking up and seeing the International Space Station, which all of us can see going around our planet, and knowing that part of what's gone on there I didn't work with astronauts, but I worked with all the people. I work with all the people. Je pense à une femme que j'ai accompagnée qui s'appelle Jeanne. Elle aura 100 ans l'année prochaine. Donc, quand on a travaillé ensemble, elle avait 93 ans, donc elle était déjà très âgée. Et pour autant, toujours très vive. Mais voilà, c'est une femme qui avait été ouvrière, puis avait travaillé dans des cantines, donc voilà, avec des métiers pas du tout reconnus, et se disait bien, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter, et en fait, quand on déroule son histoire, elle a des parents qui sont d'origine bretonne, donc déjà il y a toute cette histoire des Bretons qui sont partis vivre à Paris, donc avec un ancrage aussi hyper intéressant d'un point de vue sociologique en fait, et puis ensuite on se rend compte que elle a fait partie des premières femmes qui ont travaillé dans les usines, donc elle a ouvert une voie incroyable en fait à plein de femmes sur le marché du travail, mais elle s'en rend même pas compte parce que travailler dans une usine c'était pas très noble comme elle dit, et puis en fait quand arrive la Seconde Guerre mondiale, elle va être prise dans toute une succession d'événements qui ont fait l'histoire, donc elle me raconte la libération de Paris par exemple, et là donc déjà, la libération de Paris, c'est quand même un événement. Tu vois, je me dis, oui, là, il est caché quand même, la libération de Paris, c'est pas mal comme chapitre. Et en fait, elle me dit, oui, un jour, je me suis retrouvée là, et puis finalement, c'est le général de Gaulle qui passait devant nous, et je me suis dit, waouh, d'accord, donc en fait, vous étiez là quand le général de Gaulle est passé. Au Sénégal, j'ai rencontré une sage-femme dans un village à côté de la frontière malienne qui était la sage-femme pour 34 villages. 34 villages. Je sais pas si j'arrive même pas à imaginer combien de personnes par village. 34 villages avec des distances entre les villages, des routes c'est pas les routes de Dakar,
C'est des routes vraiment, c'est des chemins avec des cailloux, enfin c'est compliqué quoi pour s'y rendre. On parlait de l'accouchement, j'étais au tout début de ma formation de doula, j'étais encore journaliste et en fait je lui demande comment elle bosse quoi, et elle me raconte et elle me dit c'est marrant, personne s'intéresse à ce que je fais quoi. Et je dis, moi ça m'intéresse et on parle et j'étais tellement admirative envers cette femme qui était si courageuse et elle s'en rendait même pas compte parce que personne ne lui avait dit. Et j'étais à la fois très admirative pour ce qu'elle faisait, mais pour qui elle était. Et elle avait tellement pas d'ego. C'est-à-dire que c'était assez dingue de voir ça. Tell me also that in a way, in polyamorous relationships, there's a lot of talking, right? There's so much talk, and it can be really exhausting. And sometimes you just want to have a good time, and then it's just like, no, we got to talk about our relationship. So it's not for everybody, and it's hard. Also, it's difficult, I think, to have when you have a lot of relationships. Then you end up spending a lot of time talking, but ultimately, I think most people just don't spend enough time talking and communicating with each other about their relationship or about their needs and about their feelings. So there's a balance, of course. Le livre raconte en fait tout le parcours de transformation que moi j'ai subi. Oui, parce qu'il y a quand même cette notion-là, c'est-à-dire qu'au début, on sait vers quoi on s'engage, et puis au fil du chemin, on se rend compte que finalement, c'est un petit peu plus obscur, un petit peu plus compliqué que ce qu'on avait prévu. Ça fait partie du job. La self-clairvoyance, c'est vraiment ce processus de transformation, c'est-à-dire apprendre à voir clair en soi, c'est la chose la plus difficile au monde. Aller à la découverte de soi, c'est la chose la plus compliquée au monde. Et une petite histoire indienne qui raconte que le dieu Brahma a voulu punir l'homme, entre guillemets, d'avoir encore une fois utilisé sa divinité. Il va réunir tous les autres dieux en leur disant où on peut cacher la divinité de l'homme, parce que là, il l'utilise mal, il fait pas ce qu'il faut. Ils vont chercher, puis à un moment, Brahma et tous les autres dieux vont décider de le chercher dans un endroit où personne n'a envie d'aller le chercher, c'est au fond de nous. Donc, on va toujours à l'extérieur chercher les réponses, on va jamais à l'intérieur. La self-clairvoyance, c'est un moment de se dire, ok, je vais aller à l'intérieur. Le coaching, le développement personnel, le chamanisme, l'hypnose, toutes les méthodes, toutes ont un point commun. Revenir au centre. Après, elles prennent la croyance, la coloration que l'on veut, mais toutes n'ont qu'un seul sujet, c'est revenir au centre de nous. Et c'est ça la self-clairvoyance, c'est comment je reviens au centre de moi. People like businesses can be like, we want to increase representation and we want to have a policy, etc. But then the language that they use, and I think I've said this throughout my whole career, the language that they use others people in such a way that it puts them in a box. So you are considered an ethnic minority, you're considered underrepresented, you're considered from a low socioeconomic background. Like this language puts you in a box that makes you feel less than. Like I'm an individual, as much as I'm a black woman or I'm Jamaican or I'm black British, those labels were given to me by somebody else. So now when you think about my own experience, you're thinking about the label, you're not thinking about Leon the person. Then for like any black woman to be a spokeswoman for all black women, like that's not true. We don't all have the same experience, we don't all live the same way. So I think language and communication is something that I really want to explore, and narratives and understanding nuance, because everything that happens in diversity tends to be in comparison to whiteness or centering white experience,
when actually what we want to do is just bring forth everybody's experience, so people have an understanding how people experience life, how people experience communication, professions, etc. Not just their existences are comparable to a white person's existence. Je me suis fait beaucoup d'amis et j'ai connu des gens dans le jeu vidéo parce que notamment je jouais à des jeux solo où j'avais essayé d'aller trouver après des communautés de gens qui jouaient à ce jeu et j'avais envie d'en parler, tu vois. Ouais. Évidemment, on revient quand j'étais en Mayenne pendant 2 ans où je connaissais pas grand monde, tout ça, et que j'étais un peu perdu, et c'est la première fois où on a eu vraiment internet à la maison. Et moi il y avait un jeu que j'attendais à fond de balle, c'était Morrowind, un jeu de la série Elder Scrolls. Donc c'est un des ancêtres de Skyrim. C'est par les mêmes développeurs qui ont fait Fallout et Starfield, Bethesda. J'ai d'ailleurs fini par avoir la chance de bosser pour le groupe côté marketing à un moment. Et moi j'adorais ça, j'adorais le précédent jeu et j'attendais comme un fou Morrowind. Et c'était dur de trouver des infos à l'époque. C'était quand même, on était c'était en 2001 ou 2003, tu vois. C'était quand même pas la quantité d'infos, c'était pas la même, l'accès par internet. Et du coup, j'ai trouvé des gens comme ça qui étaient des fans français, qui attendaient le jeu et tout. Et après, on a commencé à discuter. Tous les jours, j'allais sur le forum. Et bien sûr, on parlait à 75% du jeu et de trucs liés. Mais on avait aussi dans notre forum, comme tu as sur un Discord, des canaux hors sujet. Où on parlait de la vie, tout ça. Il y a des gens que j'ai rencontrés. J'ai un de mes meilleurs amis aujourd'hui que j'ai connu comme ça. Donc ça, c'est un des grands enseignements de l'étude à laquelle je participe du Reuters Institute. C'est en fait à quel point, c'est pas qu'on est désinformé, hein, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est qu'on est dans l'évitement de l'info. On est vraiment dans l'étape 2. Hein, parce que pendant des années, on a dit on est désinformé. Non. C'est pire. On évite. Je dis on parce que quand on regarde les pourcentages pays par pays, c'est massif. Hein. À la fois, soit on évite complètement l'information, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont dans une salle d'attente, il y a un écran allumé, ils vont pas dans la salle d'attente. Delegating things to AI that we don't want to do and that are technical and that help us become more efficient. Things like AI in healthcare, for me, is a no-brainer. Being able to accelerate how we develop innovative new medicine, fantastic. Absolutely. But would you want to delegate the relationship between a doctor and a patient to AI? No. Because that care and that comfort and the interaction between two people, if we don't have that, then I wonder what we are as a society anymore. And so I probably is a slippery slope because I'm sure eventually the AI the technology will be good enough to mimic a lot of those things. But I think we have to remember that it's mimicking. Yeah. And when we do it, when we have an interaction, the interaction we're having now, it's completely original. We are creating something between the two of us that didn't exist before, and we may learn things about each other. I think having this conversation will develop us in some way. And while the AI is getting developed when we're giving it data, for me, it's not building someone. It's just going into the system and will generate another, I would say, generic response based on everything it's already heard before.